avant de faire des choses qui fonctionnent très vite ou très bien, d'accord? Alors, je vais effacer ce que j'ai écrit là et on va continuer. Alors, donc voilà, compréhension de liste, c'est ce que je vous montrais. Là, je vous montre un exemple de la différence qu'il y a entre une fonction qui va être itérative, où on veut le double des valeurs positives. Donc, si je veux faire cette liste-là, bon, bah, j'ai ma liste A qui contient -2, -3, 0, 6, 3, 2. Je veux récupérer le double des valeurs positives. Donc, je boucle sur A, donc j'ai tous les éléments de A. Je vérifie si un élément de A il est supérieur à 0, donc les valeurs positives. S'il est supérieur à 0, dans ce cas, j'ajoute dans B I fois 2, donc le double de la valeur. Et enfin, je peux afficher B, pardon. Donc, qui est ma nouvelle liste qui correspond bien à ce que je voulais faire. En fait, avec les compréhensions de liste, on peut faire ça en une ligne. Et c'est tout aussi lisible parce que si je lis cette forme-là, je vois I fois 2, donc OK, c'est un double. Pour I in A, donc OK, donc c'est tous les éléments qu'il y a dans A, et seulement si ces éléments sont positifs. Donc, je comprends exactement le sens de cette compréhension de liste, et ça va c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, à écrire, parce que ça prend une ligne. Mais les deux réponses sont OK. Hein. Je sais que vous avez fait du C avant, donc en fait, la solution qui vous vient intuitivement, c'est celle-là. Mais rien ne vous empêche d'essayer de réfléchir comme ça maintenant en Python. Alors, autre chose que j'ai remarqué que vous faites en TP, c'est que vous avez tendance à vouloir parcourir les tableaux comme en C, c'est-à-dire en faisant for i, for i in range len de A. Donc là, ça veut dire qu'on veut parcourir tous les éléments de A. Donc là, I, c'est plus un élément, là, c'est un indice. Donc, vous avez tendance à écrire ça. Et donc, après, ça donnerait, bon, alors, if, alors là, il faudrait que je vérifie l'élément. Hein. Ah bah oui, vous mettez ce que vous voulez. On est, si vous voulez, vous l'appelez B, C, D. Un nom de variable, c'est un nom de variable. Hein. Donc là, il faudrait faire if. Alors là, on a A de I, parce qu'on veut l'élément. Alors, hop. OK. Donc là, on a le même, on a un code qui fait exactement la même chose. Hein. Là, on fait exactement la même chose que là, sauf que vous voyez, on passe par les indices. Alors, quel est l'intérêt de passer par les indices? Quand on utilise les listes, aucun intérêt. Aucun intérêt. Pourquoi? Parce que on est obligé d'aller chercher la taille du tableau. On est obligé de l'indexer, enfin de récupérer l'élément comme ça. C'est beaucoup plus long que cette syntaxe-là. D'accord? Ça peut avoir un intérêt. Cette syntaxe-là a un intérêt si vous utilisez des tableaux de taille fixe, par exemple des tableaux NumPy, et que vous ne voulez pas utiliser de append, parce que vous voulez directement insérer à une case du tableau. Donc si on avait, hop, je vais faire une autre couleur. Si on avait par exemple C qui est un tableau NumPy de taille len de A, hein, donc il a la même taille que A, on pourrait écrire CI égale à AI fois 2. Donc là, c'est un peu le seul intérêt d'utiliser des itérateurs et des indices. Quand on va utiliser des listes,
quand on utilise des listes, les éléments, là, c'est pour les listes. Hein. OK? Donc là, c'est des choses que vous allez. C'est pas grave si vous vous trompez. On a le droit de faire des boucles, on a le droit d'utiliser des itérateurs. C'est juste que là, ça, c'est moins efficace. Et moins lisible avec des listes. Ça, c'est un peu plus. Et alors, si je passe à là, on est dans le plus efficace et plus lisible. OK, alors. Donc, il y a encore quelques listes, enfin quelques fonctions préconçues et des méthodes. Alors, je vous rappelle, fonctions préconçues, c'est les fonctions qui sont pas dans la classe. Hein, on a ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, qui sont pas dans la classe. Donc, on peut les appeler sur une liste. On les appelle sur une liste comme ça, len, max, min, donc qui retourne la longueur de la liste, le max ou le min. Et les méthodes qui sont les fonctions de la classe, et donc on appelle en prenant la liste et en faisant point append. Donc append, vous connaissez déjà, on ajoute l'élément à la liste à la fin. Count, on peut compter le nombre de fois que l'élément apparaît dans la liste, ça peut être pratique. Remove élément, enlever un élément de la liste, reverse, inverser l'ordre de la liste, etc. Il y en a plein. Je vous les liste pas toutes là. On les verra au fur et à mesure. Alors maintenant, les tableaux NumPy. Alors, les avantages, ils sont simples. C'est que c'est des tableaux qui sont proches du C. Et d'ailleurs, ils sont implémentés en C derrière. Donc, c'est des tableaux de type fixé. Donc, pourquoi c'est intéressant? On peut faire des opérations. Avec une liste, vous pouvez faire des opérations, mais si jamais vous avez un entier, un flottant et au milieu une chaîne de caractères ou n'importe quoi, vous pouvez le traiter, votre code va marcher, ça va faire n'importe quoi et vous ne saurez pas forcément pourquoi. Alors qu'avec un tableau de type fixe, vous savez si vous avez le bon type dedans et vous savez que si votre tableau il a été créé de façon convenable et que c'est un tableau de tel type, vous pouvez faire telles opérations dessus. C'est vraiment un format qui a été créé pour faire du calcul scientifique. Parce que dedans, on peut faire des vecteurs et des matrices. Et du coup, on peut faire tout ce qui est calcul matriciel de façon très simple. C'est aussi beaucoup plus efficace en termes de temps de calcul et de gestion de la mémoire, hein, comme je vous ai expliqué. Parce que forcément, si on connaît le type du tableau, si on connaît sa taille, etc., on peut prendre le minimum possible en mémoire. Alors que les listes, non, on est obligé, comme on peut les agrandir à tout moment, comme on peut mettre ce qu'on veut comme éléments qui ne sont pas du même type, la gestion mémoire est beaucoup plus complexe et du coup, on va avoir beaucoup plus d'informations stockées en mémoire. Et aussi, du coup, quand on va vouloir les parcourir, vu qu'on peut les parcourir dans plusieurs sens, qu'on a plein de facilités sur les listes, aussi, c'est quelque chose qui va se faire plus lentement. Alors que sur un tableau NumPy, on va avoir des opérations qui vont être très rapides, parce qu'elles sont en plus codées en C derrière. Et l'inconvénient, c'est que c'est moins flexible. Donc, en fait, pour faire un choix entre les deux types, l'idée, ça va être de choisir quel est le plus convenable à la situation que vous avez. Et clairement, si vous voulez gérer des données pour faire des prints, pour stocker un peu pendant un certain temps, pour récupérer des données, etc., vous allez plutôt utiliser des listes. Mais dès que vous allez vouloir faire du calcul, on va plutôt utiliser des tableaux NumPy. C'est ce que vous avez fait, hein, notamment quand vous utilisez les fonctions pour faire des calculs. Les fonctions pour faire des calculs quand vous allez essayer d'échantillonner les courbes, etc., vous allez utiliser des tableaux NumPy.
parce que vous pouvez appliquer toute une fonction sur un tableau NumPy, ce qui est très pratique. Ok, alors, les tableaux. Alors, ils ont quelques paramètres. Alors, ça, c'est du coup, c'est des paramètres. Attention, il n'y a pas des attributs même. Il n'y a pas de parenthèse. Hein. Donc, on a le nombre de dimensions. On peut accéder comme ça. Shape. Shape, ça va être les dimensions du tableau. Donc, ça, certains l'ont déjà utilisé. Size, c'est le nombre d'éléments dans le tableau. Donc, c'est juste la multiplication de ce qu'il y a là-dedans. Des types, ça va être le type du tableau. Donc, on va avoir des types qui sont en général redéfinis par NumPy. Ici, on a le int32, int16, float64. Donc, tout ça, c'est des types que vous avez déjà dû voir en C, c'est les mêmes. Alors, l'initialisation des tableaux, alors elle peut se faire de plein de façons différentes. On peut initialiser à partir d'une liste. Donc, si je crée une liste comme ça, alors pourquoi je crée une liste comme ça? Par exemple, parce que je demande à l'utilisateur de la saisir, parce que je la récupère dans un fichier, parce que plein de raisons d'avoir une liste qui contient vos données, parce que c'est plus facile à taper, hein, ça suffit comme raison. On peut créer avec le np.array la liste, le type qu'on veut. Ici, c'est des flottants. Pourquoi je mets que c'est des flottants? Parce que comme là, j'ai que des entiers signés, si je ne mets pas de type flottant, par défaut, ça va être un tableau d'entiers. D'accord. Je peux aussi utiliser la fonction 0 qui permet d'initialiser un tableau de taille 0. Le premier paramètre, c'est un shape. Donc, c'est ça. Vous vous souvenez, hein, entre parenthèses, comme ça, donc on a un tuple. Donc, ça, c'est un tuple. Et ce tuple, il représente shape, donc la forme. Donc, ça correspond, c'est les dimensions du tableau. Donc, ici, 2, 2. On le voit là, il est représenté ici. Et là, on dit que c'est un tableau d'entiers, parce que bon, il n'y a que des entiers dedans. Et quand on l'initialise à 0, on ne met que des zéros dedans. C'est logique. Après, on a la fonction empty. Alors, on peut déclarer un tuple aussi, où on peut mettre une seule valeur. Si je mets une seule valeur, c'est comme si j'avais un tuple, c'est comme si j'avais ça. Donc, en général, on marque plutôt ça directement, mais c'est quand même un tuple. On pourrait mettre 2, 2 et tout, ça ferait pareil, un tableau vide avec 2, 2 dedans. Maintenant, si j'affiche ce tableau, qu'est-ce que je vois qu'il y a dedans? Vous voyez des valeurs. Ces valeurs, vous voyez d'où elles viennent ou pas? Vous voyez ou pas? C'est les valeurs absolues. Ouais, on peut voir ça comme ça, mais en fait, c'est pas ce qu'il faut retenir. En fait, quand on fait empty, on déclare. Non, vous compliquez la vie. Quand on fait empty, en fait, on prend un tableau, on va chercher des cases en mémoire, n'importe où, qui sont plus utilisées. D'accord? Donc là, il se trouve qu'il y a 2, 3, 6, 3, 2, mais c'est complètement aléatoire. Ça peut être ça peut être n'importe quoi. En fait, vous pouvez avoir tout et n'importe quoi. D'accord? Alors là, ça tombe sur des entiers parce que j'avais déjà dû programmer quelque part une liste où j'avais mis ces valeurs-là. La mémoire a été rendue. Il y a ces valeurs-là qui se retrouvent dedans. Si vous l'initialisez avec un petit, s'il n'y a rien dans votre mémoire, il faut très bien avoir des zéros. Vous pouvez avoir n'importe quoi. Donc, il faut faire attention avec un petit. On n'a pas forcément un tableau bien initialisé, on a n'importe quoi. Donc, si on sait qu'on va remplir toutes les cases, c'est cette version-là qui est la plus rapide. Parce qu'on ne s'embête pas à mettre des valeurs dedans. D'accord? Ouais, c'est ça, on prend des
des cases au hasard, entre guillemets. Hein. C'est pas au hasard, hein. On va prendre les cases qui sont dans de la mémoire libre, qui correspondent à la taille du tableau qu'on a donné. Hein. Donc ça, c'est le plus rapide. Plus rapide, mais non initialisé, en fait. Enfin, non rempli. Donc, il faut faire attention. Et ça doit être positif. Vous voulez dire ce qu'il y a dedans? Non, ça peut être n'importe quoi. Mais là, le seul truc que j'ai dit, c'est que c'était des flottants. Donc, il a pris des cases de tableau pour faire entrer dedans des flottants. Donc, les flottants, par défaut, si j'écris float, c'est des flottes qui sont codées sur 32 bits. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre 5 fois 32 bits en mémoire. D'accord? En mémoire non utilisée. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Bon, c'est un peu, je simplifie les choses, hein. Mais c'est ça. Ah bah non, ça peut pas être. Par contre, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça, parce que ça, c'est une autre liste. Et ça, c'est ça. On peut pas prendre de la mémoire sur de la mémoire qui est déjà utilisée, parce que si maintenant je change dans B, ça va pas changer dans AST, hein. On est d'accord. C'est deux tableaux complètement différents que je déclare. Donc je veux pas que ça les modifie, donc on prend bien de la mémoire non utilisée. C'est juste qu'il y avait des choses dedans. Et ça, vous avez bah, dans la mémoire qui est disponible, où il n'y a rien dedans. Après, si votre RAM elle est complètement saturée, bah, vous avez sûrement une erreur. Et ça, vous avez dû le voir un peu en C, non, sur la gestion mémoire. Voilà. Allez, on continue. Alors, ensuite, on a d'autres opérations. Alors, on va pouvoir faire reshape. Reshape, c'est pratique, c'est pour changer la taille d'un tableau. Euh, Bah, en fait, NP, c'est pour dire qu'on va utiliser des fonctions et des éléments des modules euh, du package NumPy. Donc oui, on est obligé, parce que sinon, on lui dit, c'est dans Python en général. Mais dans Python en général, elles n'existent pas, 0, un petit, etc. Donc c'est vraiment parce que ça appartient au package NumPy. Donc il faut écrire NP si vous avez écrit, est-ce que je l'ai, non, je l'ai pas mis. Mais vous vous souvenez, on écrit toujours import NumPy as NP. Donc là, on écrit NP. Si vous écrivez juste import NumPy, il faudrait écrire NumPy point empty, par exemple. D'accord? Donc oui, c'est important d'écrire parce que ça vous dit c'est de quel package ça vient. OK, donc là, on a la fonction reshape. Alors, reshape, ça permet de changer la taille du tableau. Donc, vous vous souvenez, alors, je vais revenir juste avant sur ce qui était, C. Alors, C, ici, on a vu que c'était le tableau qui contient cette liste. Hein. Donc, il est là, il est représenté ici. Alors, souvent, les tableaux NumPy, quand vous allez faire print, comme ça, il n'y a pas les virgules qui apparaissent. Hein, c'est séparé par un espace. Mais ça, c'est juste le print qui fait ça. Ça change. Donc, maintenant, reshape, on va dire qu'au lieu qu'il ait ici une taille, en fait, la shape de ce tableau-là, c'était 1 fois 5. Donc, c'était 5. Et donc là, on passe en 3 fois 2. Donc là, on a 3
trois, alors, euh, 3 lignes et 2 colonnes. Hein. Faut le voir comme ça. Donc là, je l'affiche. On peut soustraire 2. Ben là, on a moins égal, plus égal, etc. C'est comme en C, hein, vous pouvez utiliser ces opérateurs-là. Donc ça a changé. Donc là, j'ai fait moins égal à 2, donc j'ai enlevé 2 partout. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut appliquer des fonctions. Mais ça, vous l'avez déjà vu hein, avec vos fonctions à vous. Mais par exemple, si je prends la fonction sinus, qui est définie dans le package NumPy, si je prends le sinus, je peux appliquer le sinus sur toutes les valeurs du tableau en une seule ligne. Je ne suis pas obligé de faire de boucle. Et ça, ce que vous avez fait aussi, vous, de votre côté dans le TP, quand vous utilisez votre fonction pour tracer les paraboles, etc., vous aviez une fonction que vous appliquiez sur un tableau qui était vos valeurs échantillonnées. Et donc, ça se fait en une ligne. Si vous l'avez fait de façon rapide. Sinon, vous avez fait des boucles et c'était compliqué, mais en fait, vous pouvez tout faire en une ligne. C'est ça qu'il faut voir. Si on peut appliquer la fonction sur tous les éléments du tableau. Donc ça, encore une fois, c'est très rapide, c'est simple et on comprend très vite ce qui se passe. Non, on reshape la taille qu'on veut. Pourquoi forcément taille 2? On peut faire les dimensions qu'on veut. Il faut juste que ce soit cohérent. Par exemple, bah, là, j'ai mis 3,2 parce qu'avant, j'avais... en fait, dans mon tableau d'avant, j'ai un tableau où il y a 6 valeurs. Pardon. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs là, dans le dernier. Dans ce tableau-là, j'ai 6 valeurs. Donc forcément, quand je change la forme du tableau, les nombres, quand je change sa taille, il faut que ça soit cohérent. Si j'ai 6 valeurs, il faut que ma nouvelle dimension, elle contienne 6 valeurs. Sinon, bah, ça va pas marcher. Si j'avais mis 2 fois 2, bah, il y aurait des valeurs qui ne pouvaient pas rentrer dans le tableau, dans le nouveau tableau. Donc ça ne va pas fonctionner. Donc là, quand vous faites un reshape, c'est que vous savez à peu près ce que vous faites. Hein. C'est pas de la magie. Hein. Vous savez que vous avez besoin, par exemple, si vous avez mis toutes vos valeurs dans une liste et qu'en fait vous préférez avoir 2 colonnes, bah, il suffit de faire un reshape. Mais ça, vous verrez, c'est vraiment des cas que vous verrez arriver au fur et à mesure. Hein. Pour l'instant, on s'en sert pas trop, mais vous allez voir. Alors après, c'est super intéressant pour les opérations matricielles. Alors, petit détail, je vous écris souvent np.array, mais il existe aussi np.matrix qui est encore plus dédié au calcul matriciel. Alors notamment parce que vous allez avoir tout ce qui est transposé, conjugué, transposé de matrice, etc., etc. Toutes les opérations un peu complexes, elles sont sur le type matrix et pas sur le type array. Mais sur le type array, on a déjà beaucoup d'opérations. Donc en général, en fait, on met tout dans des arrays parce que bah, c'est plus simple et tout est un NumPy array et ça simplifie la vie. Mais si on veut être rigoureux et faire des maths un peu plus précis, on va utiliser matrix. Alors là, par exemple, je vous montre comment on peut inverser le tableau. Alors, on prend dans NP, il y a un module qui s'appelle linalg, algèbre linéaire, hein, et qui permet d'inverser la matrice. Donc là, je peux l'afficher, ma matrice, c'est la première, là, c'est cette matrice-là qui est inversée. Je peux calculer le déterminant, pareil, hein, en utilisant la fonction déterminant sur ma matrice, et je peux afficher le déterminant. Et vous voyez, donc là, c'est vraiment pratique parce que toutes ces fonctions sont déjà implémentées. Vous n'avez pas besoin de les recoder. Si vous voulez faire un peu des maths rapidement, vous suffit, en 4 lignes, vous pouvez faire pas mal d'opérations. Je vais continuer sur certaines opérations matricielles. Alors, on a une fonction qui s'appelle random, qui est pratique parce qu'elle vous permet de retrouver, en fait, un module qui s'appelle random, pardon,
et qui vous permet, avec sa fonction rand, de générer des nombres aléatoires. Alors, par défaut, c'est entre 0 et 1. Et là, en fait, si je fais ça, c'est que je fais... c'est la taille du tableau. Alors, vous voyez, c'est la shape. Donc, on a enfin, 4 valeurs, 4 colonnes et 2 lignes. D'accord? Hop, là, on a la première et la seconde. Donc là, c'est généré avec des nombres pseudo-aléatoires. Donc, on peut l'afficher. On peut faire des conditions dessus. Ça, c'est très, très puissant. C'est-à-dire qu'on peut avoir un tableau 2 qui contient les conditions. Et les conditions, c'est le tableau, je veux que les valeurs qui sont inférieures à 0,5. Et là, si j'affiche mon tableau, après cette condition, donc mon tableau TB2, là, j'ai les valeurs, j'ai le résultat, donc le booléen qui correspond à ma condition. Donc ici, false, true, false, false, etc. Ensuite, si je veux savoir combien il y avait de nombres inférieurs à 0,5 dans ma matrice, si je peux utiliser la fonction somme. Alors somme, qu'est-ce que ça fait? Ça somme juste les éléments. Donc si je fais somme ici de tableau 2, qu'est-ce qui se passe? Je vais sommer tous les éléments. Je fais la somme de tous les éléments. Hein, la somme de 0 de i égale 0 à n des éléments de tab B2. Et alors ça, pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, on se rappelle que les booléens, ce sont juste des entiers, 0 ou 1. Donc 1 si c'est vrai, et 0 si c'est faux. Donc là, si je fais la somme, j'ai fait égal à 3, c'est ce que j'ai là. Et donc, je peux dire qu'il y a 3 valeurs qui sont inférieures à 0,5 dans mon tableau. Donc ça se fait très simplement. OK, c'est bon? Alors, hop, on passe à la suite. Alors, on fait un petit bilan de ce qu'on a dit. Alors, les tableaux NumPy, par rapport aux listes Python, ils sont plus efficaces en mémoire. On peut faire des opérations sur les vecteurs et les matrices. Hein. Ils sont plus efficaces en temps parce qu'on a l'implémentation en C derrière. Donc tout ça, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est hyper important pour faire du calcul scientifique. C'est pour ça qu'on va utiliser les tableaux plutôt NumPy que les listes Python. Mais les listes Python, elles sont beaucoup plus souples, elles vous permettent beaucoup plus de choses, et notamment pour faire tout ce qui va être les choses un peu rapides. Donc souvent, on va passer par les listes pour manipuler des nombres. Par exemple, pour faire des listes de compréhension, si vous voulez vite initialiser un tableau, si vous voulez vite faire un tableau, ce qui est simple, en général, je fais une liste, c'est ma liste de compréhension, ma compréhension liste, et après, je veux un tableau, je mets que c'est égal à ma liste, et voilà, là, je vais créer un tableau de façon très rapide, en passant par une liste, parce que ça, c'est facile à comprendre, à lire et à faire. Et ça, c'est efficace après. Parce que si vous voulez faire un tableau NumPy comme ça, c'est pas possible. Hein. D'accord? Il faut une liste.
Donc là, c'est là où il faut bien faire la part des choses, savoir si on veut plutôt une liste ou plutôt un tableau. Mais bon, ça, vous allez manipuler, ça va venir au fur et à mesure. Au début, vous allez pas faire les meilleurs choix, mais c'est pas grave, tant que ça fonctionne, ce que vous faites, c'est bien. Mais après, on va essayer d'optimiser pour avoir un comportement un peu mieux. Oui, random, il y a plein de façons de gérer le comportement de random. Alors, je peux pas vous donner tout de mémoire, hein, euh, parce que parce que je les connais pas tous, hein. Mais vous pouvez fixer l'intervalle que vous voulez, vous pouvez fixer, donner un nombre de départ pour votre générateur pseudo-aléatoire, etc., etc. Vous avez plein de possibilités. Alors, je pensais avoir compris la différence entre les listes de tableaux, mais apparemment non. Alors, pourtant, c'est ce que je viens de faire. Alors, je vais essayer de réexpliciter plus encore une fois. Les tableaux. Donc, les tableaux NumPy, qu'est-ce que c'est? C'est des tableaux qui sont codés en C derrière. Donc, c'est des tableaux, si vous voulez un tableau NumPy, on peut se le représenter comme un tableau de n par m, fixe, taille fixe et type fixe. Une liste, c'est quelque chose qui est de taille n, type non fixe, taille non fixe. D'accord? Donc ça, c'est les différences fondamentales. Ensuite, c'est tout ce qu'on peut faire avec. Et c'est tout ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y avait une autre question? Parce que... ok, ça marche. Ok, donc là, on va passer à la visualisation et à Matplotlib. Alors, Matplotlib, donc c'est une librairie, donc un package en anglais, de tracés. C'est le plus utilisé parce que c'est un des historiques, mais en même temps, c'est un des plus efficaces. Alors, c'est la base de beaucoup d'autres paquets, comme je le mets là. Alors, j'ai fait une liste de tout ce qui existe, une partie de ce qui existe, hein, il y en a beaucoup plus que ça, qui s'appuie sur Matplotlib. Alors, ils vous permettent de faire un peu tout ce que j'ai mis là, en bas. Donc, des dessins très clairs. Alors là, on est sur du Seaborn. Seaborn, c'est plutôt pour tout ce qui est data analysis. Donc, vous ferez, si vous avez envie de continuer ensuite dans l'école, sur les UV data dans le second cycle, vous utiliserez ce genre de représentation pour essayer de voir les données. Après, on peut faire des représentations. Je ne sais pas trop à quoi ça sert ça, mais il faut avoir envie d'en faire. On peut aussi avoir des expérimentations. Si on veut faire des expérimentations un peu physiques, avec un implot, on peut, en fonction du temps, faire varier, par exemple, les figures. Donc ça, il y a plein de paquets qui s'appuient sur Matplotlib. Donc, une fois que vous avez compris Matplotlib, en général, tous les autres paquets sont simples à utiliser parce qu'ils sont toujours, on va dire, au-dessus. Donc, ils sont donc plus accessibles. On met moins les mains dedans. C'est plus accessible, c'est plus joli, etc. Donc, on a un peu moins de liberté sur ce qu'on veut faire, mais on a des rendus très propres et très faciles, très rapidement. Ok, alors, j'ai mis un peu l'histoire de Matplotlib. Alors, Matplotlib, ça a été créé par John D. Hunter, qui était un prof d'informatique. Et en 2008, quand il a sorti, il est parti d'un constat assez simple, c'est que les figures, elles doivent avoir l'air bien tout le temps. Comme sur des publications, parce que quand vous lisez un journal scientifique, vous avez des belles infographies, etc.
en fait, lui, pour lui, le constat, c'est que on doit pas avoir, on doit avoir ces plots, enfin, ces graphes qui doivent être toujours propres. Pourquoi on n'aurait pas des graphes toujours propres tout le temps? Ce qui est important pour lui, ce qu'il dit, c'est que le texte doit être bien, donc qu'il ne soit pas tout pixelisé, etc. Et donc qu'on ait derrière quelque chose qui soit vectoriel, hein, comme sur d'autres applications graphiques que vous utilisez peut-être, hein, par ailleurs. Donc du vectoriel, pourquoi? Parce qu'on peut zoomer, on peut faire ce qu'on veut, tant avant de l'imprimer, etc., pour qu'on ait une belle qualité. Alors, le PostScript. Donc le PostScript, c'est un format vectoriel pour qu'on puisse le sortir dans les documents texte. Alors pourquoi? Parce que si c'est pour faire de la publication, les publications sont faites en LaTeX, enfin en LaTeX qui est une surcouche de TeX. Hein. Donc on veut que ça soit facile à faire, enfin à inclure dans ces documents-là, puisque c'est un peu la destination finale. Voilà, et vous pouvez aussi les inclure, vous pouvez les exporter en PNG, en PDF, en ce que vous voulez, hein, vos figures. Ensuite, c'est la partie. On veut pouvoir avoir une petite interface graphique tout le temps. Donc ça, c'est vrai, hein, notamment sur Jupyter, c'est très facile d'avoir directement son rendu. Le code doit être simple pour comprendre et pour le compléter. Et faire les graphes doit être facile. Et ça, c'est exactement ce que vous avez pu tester en TP. Normalement, en 2 lignes de code, là, vous avez tous réussi à tracer des figures qui sont aussi belles. Et même sur Excel, pour avoir cette qualité-là, souvent, ça vous prend du temps, etc. Alors que là, ça se fait tout simplement. Vous avez 3 paramètres à entrer et vous avez déjà votre courbe. OK, alors. Donc, lui, quand il a créé ce Matplotlib, il est parti du principe qu'il n'y avait pas, de package qui faisait ce qu'il voulait. Donc, il s'est remonté les manches et il a créé le package. Voilà. C'est une solution. Alors, son idée, c'était vraiment de reproduire les facilités de traçage de MATLAB. Est-ce que vous avez tous utilisé MATLAB? Est-ce que vous voyez ce que c'est? Ouais, bon, ok, je vois des oui. Donc après, je pense que vous avez globalement tous une idée de ce qu'est MATLAB. Donc MATLAB, c'est un peu la même idée. C'est très, très facile, sans en avoir fait, hein, je veux dire, mais vous imaginez, vous voyez le concept. C'est très facile pour tracer des courbes. Donc son idée, c'est de reproduire ce qui a été fait avec MATLAB. Alors, c'est pour ça que on a 2 interfaces de codage. Parce qu'en fait, historiquement, on est parti sur une syntaxe un peu MATLAB, c'est-à-dire une syntaxe très instructive avec des fonctions qui sont déclarées globalement. C'est pas très clair. Et après, une syntaxe un peu plus orientée objet qui est plus cohérente avec la philosophie Python. C'est pour ça que vous avez vu 2 façons d'écrire. Et on va un peu entrer dans les détails. Alors, quand on utilise Matplotlib dans les Jupyter Notebook, alors par défaut, on a cette ligne-là, % Matplotlib inline. C'est qu'on veut afficher les figures dans le notebook. Ça, c'est le comportement par défaut. Si jamais vos figures ne s'affichent pas, d'ailleurs, vous pouvez rajouter cette ligne en début de votre code pour forcer l'affichage. Après, on a un mode interactif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer, si on tape cette note-là, on va afficher en plus en fait des barres de navigation, on va pouvoir zoomer, faire tout ce qu'on peut faire sur une figure de façon classique, un peu comme MATLAB. Ok. Donc ça, vous pourrez essayer, c'est pas très important, mais c'est un mode interactif intéressant. Donc là, je vous remets un peu un exemple de ce qu'on a déjà fait. Donc j'ai des listes qui contiennent mes points. Je peux les tracer, pour les tracer, il suffit que j'appelle plt.plot, plot x et y a. Je mets
une couleur red, voilà, donc j'ai ma première courbe. Par défaut, c'est une courbe avec des points ronds qui est continue. Ensuite, je prends une autre courbe, là elle est verte. Je mets qu'il y a un marqueur qui est haut, donc j'ai encore les ronds, mais ça c'est le marqueur par défaut. Et en ligne style, je mets des tirets. Donc là, j'ai des tirets en continu. Un troisième plot, couleur bleue. Le marqueur, là, j'ai préféré mettre une petite étoile. Et le type de ligne, c'est rien. Là, j'ai rien, donc j'ai un plot qui est discontinu. Donc là, ça, c'est le genre de choses qu'on peut avoir avec Scatter, hein, que vous avez utilisé aussi. C'est à peu près équivalent, parce qu'on trace que les points et pas la ligne qui va entre eux. Donc ça, c'est des choses que vous avez déjà fait, que vous avez déjà manipulées. Alors, je vous encourage à chaque fois que vous tracez une courbe, que je vous demande de faire une courbe ou que je vous montre un exemple, de ne pas forcément faire exemple, mais de tracer avec vos couleurs, vos styles, vos marqueurs, pour essayer de faire quelque chose un peu personnalisé qui vous plaît. Donc après, pour afficher, bien sûr, il faut appeler plt.show. Hein, c'est pour forcer l'affichage de ce qu'il y a eu avant dans la mémoire. OK. Alors, on a la version condensée. On peut écrire ça comme ça aussi. Alors oui, c'est un subplot, mais je vais revenir dessus. Hein. Je vais vous expliquer vraiment cette différence entre plot, subplot, etc. Ça vient vraiment du fait qu'on a deux paradigmes de programmation qui sont un peu différents. Un peu une syntaxe MATLAB qui est historique et donc qui est toujours supportée parce qu'il y a des gens, on va dire, qui sont un peu venus sur Python grâce à MATLAB, etc. Donc qui restent sur des schémas figés et une syntaxe plus avec les subplots justement plus orienté objet qui est plus lié qui est plus lié à ce qu'on comment dire au Python en lui-même, hein, la philosophie Python. Donc là, voilà, là c'est juste la même chose, sauf que j'ai écrit une version condensée. Alors ça, je vous laisse voir un peu et essayer de le comprendre et pareil, essayer d'utiliser peut-être la notation simplifiée, aussi abrégée pour vos graphes à vous. Alors là, je vous ai remontré un petit exemple de ce qu'on peut faire. Alors, et de la puissance en plus de NumPy, parce que je prends des points échantillonnés. Donc là, X, c'est des points NP range, donc qui sont entre moins 10 et 10. Comme je ne mets pas de pas, le pas c'est 1. Donc là, j'ai des points entre moins 10 et 10 et j'applique le sinus et le cosinus sur mon X. Donc, j'ai des tableaux en une ligne. Hein. J'ai appliqué la fonction sinus sur tout un tableau en une ligne. Et je peux les tracer. Alors, pour les tracer, je prends deux plots par défaut. Si je les fais par défaut comme ça, il va changer de couleur tout seul pour pas qu'il y ait de confusion. Donc, vous voyez, il y a bleu qui a été choisi et orange pour la seconde, de façon automatique, entre guillemets. Donc, vous voyez qu'ici, comme j'ai échantillonné mon X de façon très faible, j'ai des courbes qui sont vraiment toutes brisées et ça ne ressemble pas du tout à un sinus et un cosinus. Hein. Hop. Là, voilà, c'était pour vous montrer, là, c'est les points qui ont été choisis. Là, je les ai affichés juste avec des étoiles pour vous montrer le nombre de points que j'ai pris. Et par contre, si je prends beaucoup plus de points, là, avec un pas de 0,1, j'ai bien une courbe qui semble continue, même si c'est que des points qui sont reliés. D'accord? Donc là, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Et quand on trace, on est en méthode numérique, on est dans du numérique. On n'a que des méthodes discrètes. Hein. C'est ce qu'il faut faire attention. Donc là, on a vraiment une impression de continu, mais en fait, c'est parce qu'on a relié des points qui sont suffisamment proches. Donc là, voilà, on a une impression de continu. Alors, les figures. Là, je vais rentrer un peu dans les détails des figures. Alors, quand je fais une figure, j'ai un cadre, là, c'est le cadre rouge. Le cadre rouge, ça définit juste là où je vais pouvoir tracer. Dedans, j'ai des axes. Alors là, j'en ai représenté un seul, mais il peut y avoir plusieurs axes dans une figure.
Et c'est là où on fait intervenir subplot. D'accord? Donc, on a une figure qui contient des axes. Et dans les axes, on a tout ce qu'on veut changer dans un graphe. Donc, on a son titre, le label de Y, le label de X. Important de mettre des légendes hein, quand on fait une fonction, enfin un graphe d'une fonction mathématique, hein, on va toujours vous demander d'avoir les légendes. Hein. Si vous ne le faites pas en maths, à mon avis, ça se passe mal. Donc là, c'est pareil. Hein. On met toujours des légendes le plus possible pour expliquer nos graphiques. Hein. On a les axes, la fonction qui est tracée. Donc, si vous vous souvenez à peu près de ce schéma, vous allez bien comprendre. Alors, bon, là, je peux personnaliser, je peux rajouter une légende aussi. Là, j'ai mis Y, là, j'ai mis X. C'est pas très parlant, mais ça suffit. Je peux mettre un titre, j'ai le nom de mes fonctions. Donc, pour faire cette fonction-là, j'ai deux solutions. Alors, je vais vous montrer la syntaxe MATLAB. Donc, avec la syntaxe MATLAB, je reprends, là, c'est juste mes fonctions échantillonnées. Je mets un label pour, le label, c'est pour pouvoir l'afficher là. Hein. OK. Pareil, je mets un label pour le cosinus. Je mets un style de grille. Alors, le style de grille, c'est pour avoir cette petite grille derrière pour lire plus facilement. Je mets le label sur X, le label sur Y. Je fais tracer la légende. La loc, c'est pour la localisation de la légende. Vous avez plein de paramètres possibles. Vous mettez en bas à gauche, en haut à gauche, en bas à droite, au milieu. Et vous pouvez utiliser best, qui se fait un placement automatique. Donc, en général, on utilise best. J'ai mis un titre, c'est function. Donc, ici, j'ai écrit fonction. Hop. J'ai écrit un titre. Je peux changer la taille de la police. Donc, ça, c'est plein de paramètres que vous pouvez changer tout seul. Je peux sauver ma figure et je peux l'afficher. Et vous voyez, tout ça, je l'ai fait avec PLT. En fait, cette syntaxe MATLAB, ce qu'elle dit, c'est que, en fait, vous ne vous préoccupez pas vraiment de ce qui se passe. Vous stockez tout dans votre objet PLT. Et tant que vous n'avez pas fait show, ça rajoute sur le même objet. D'accord? Et donc là, vous ne savez pas trop où vous êtes, mais ça marche bien. La syntaxe orientée objet, en fait, on va aller vraiment travailler sur les objets qu'on a définis. Donc, je vous rappelle, on va utiliser subplot, donc plt.subplot, qui vous donne votre figure et votre axe. Alors, si je reviens là, on a la figure et l'axe. Et donc maintenant, ce que je vous rappelle, c'est que quand on trace une figure, en fait, on travaille sur l'axe, ce qu'on appelle un axe. Alors, le mot est mal dit parce qu'on a les axes en français. En anglais, c'est différent. On a l'axe et les axes. En français, on a axe et axe. Hein, donc, il faut faire attention. Donc, axe et axis. Donc, nous, on travaille sur les axes. Donc, ici, je l'ai appelé AX, mais on peut l'appeler comme on veut. Ah, c'est des noms de variables. Après, vous les appelez comme vous voulez. Sauf que ça représente la figure et ça représente l'axe. Et ensuite, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout plotter sur l'axe, parce que c'est ce qui nous intéresse, hein, c'est la zone où on peut dessiner. Alors, il faut faire attention parce que du coup, le nom des fonctions change un peu. Par exemple, pour changer le label de X, on fait setX label, setY label, setTitle, la légende. Si je veux sauver ma figure, j'écris figure.saveClick parce que là, c'est tout l'ensemble de la figure qu'on veut sauver. Hein. Ce n'est pas juste l'axe, c'est la figure qu'on save. Donc là, on met un chemin et elle sera sauvegardée sur la machine. Et si on veut l'afficher, on fait plt.show et la figure maintenant. Et ça, c'est une syntaxe qui est plutôt orientée objet. Donc, on va la préférer parce qu'elle est, on va dire, elle est un peu plus liée au type, plus facilement. Elle est plus dans l'idée de Python. Et je pense que pour vous, c'est plus simple parce que la syntaxe MATLAB est, on va dire, elle est un peu plus mystérieuse parce qu'elle vient un peu de nulle part. Mais par contre, la syntaxe MATLAB est pratique. Pourquoi elle est pratique? Parce que si jamais vous avez juste, vous voulez visualiser vite fait votre courbe, vous faites plot machin, plt.show, plt.plot, plt.show, en 2 lignes, c'est fini. Donc, si vous voulez vraiment afficher un truc de façon très simple et très rapide, vous utilisez la syntaxe MATLAB. Si vous voulez faire une figure un peu plus complexe, sur laquelle vous travaillez un peu plus, essayez de penser à utiliser cette syntaxe-là parce que ça sera plus simple pour vous. Autre point que je vais aborder, c'est que dans ce plot, on met 1, ça veut dire qu'on n'a qu'un axe, mais si on change, on peut aussi
avoir plusieurs axes. Et ça, c'est très facile à faire avec cette syntaxe-là. Donc, je vous rappelle, il y a la figure et dedans, il y a les axes. Et je peux avoir très bien un axe 1, un axe 2. Et chaque axe, alors là, j'ai créé, là, du coup, ça devient un tableau. Et du coup, après, je peux écrire AX0 qui serait ici, point plot. Et là, AX1, point plot. Et avoir deux courbes sur deux axes. Et donc, ma figure, après, c'est tout ça. Et ça, si je peux le sauver, je peux l'afficher. Donc, c'est pour ça, on va dire, orienter objet, c'est plus clair, vous comprenez mieux ce que vous faites et c'est plus facile pour faire des figures complexes. La syntaxe MATLAB, elle est bien pour faire des petites choses. Alors, est-ce que les données d'entrée, l'ordre d'entrée des coordonnées a une influence sur la manière dont la courbe va être tracée? Oui, forcément, parce que si vous vous souvenez, quand on fait X, donc là, je prends des échantillons pour tracer mon truc, je vais faire une fonction qui correspond, on va dire que c'est la même et on va faire une diagonale. Et après, je prends Y2. Hop, alors, je vais... Ça, c'est ça. Maintenant, si je trace ça, vous voyez bien que... Alors, si je trace Y en fonction de X, j'ai la diagonale, à peu près. Et si je trace Y2, 4, 2, 1, 0, hop, et 3. Voilà, j'ai ça. Donc, vous voyez bien que l'ordre, il est important. Vous pouvez pas, c'est logique, hein, vous tracez une coordonnée par rapport à une autre, par rapport à l'image d'une coordonnée à chaque fois. Donc, vous avez besoin d'avoir un appariement qui est logique. Si vous mettez dans un ordre quelconque, votre programme ne peut pas décider à votre place qu'est-ce qui est logique ou pas. Et l'échelle, oui, elle se fait automatiquement. Vous pouvez forcer l'échelle aussi, mais ça, on le verra un peu plus tard. Allez, je vais passer à la suite. Alors là, je vous ai mis un peu tout ce qu'on pouvait retrouver sur une figure. Alors, on a tout ça. Enfin, on a tout ça. On a plein de choses qu'on peut faire. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qu'on a vu. On peut faire tout ça. Et il y a plein d'exemples. En fait, sur matplotlib.org, les exemples, il y en a des tonnes. Vraiment des tonnes. Donc, en fait, vous pouvez trouver, dès que vous avez une idée, un truc que vous voulez faire qui vous semble un peu fou, il faut regarder les exemples parce qu'il y a déjà des gens qui l'ont fait, quoi. Donc, n'hésitez pas si vous voulez faire une figure un peu surprenante, enfin, des choses, ce que vous voulez. N'hésitez pas à aller voir. Justement, on peut tout configurer. Voilà, donc là, je vous montre les subplots. Alors, les subplots, comme je vous disais, on peut facilement faire une seule figure qui contient plusieurs plots. Alors là, j'ai un titre général, j'ai ma fonction sinus, ma fonction tan, ma sinus hyperbolique, ma fonction cosinus. Alors, vous voyez, elles partagent les mêmes axes, c'est bien aligné, tout est bien fait, et il n'y a pas de souci. Donc ça, comment j'ai fait ça? J'ai fait, alors,
Alors là, j'apporte plusieurs problèmes en une fois, mais je vais prendre le temps de bien vous expliquer. Donc déjà, on va regarder ce qu'on a fait au niveau de la figure. Au niveau de la figure, là, on crée une figure de 2 par 2. Donc c'est ce qu'on voit avant. Hein. Donc on a quatre figures. Fixed size, c'est juste une taille en centimètres euh, pour l'affichage. C'est parce que j'avais envie d'avoir quelque chose d'assez grand. Sur Jupyter Notebook, si vos figures sont trop petites, n'hésitez pas à utiliser ça pour agrandir votre figure. Et donc là, on a donc la figure, donc qui contient tout. Hein. C'est ça la figure. Ok. Je reviens là. La figure et les axes. Et les axes, c'est tous les endroits où on va pouvoir tracer des courbes. Donc là, on en a fait 4 d'axes et on va vouloir travailler dessus. Alors, là, j'ai mis plein de nouveautés dans ce code pour vous montrer tout ce qu'on peut faire et à quel point c'est facile en Python. Alors, première chose, Gx, c'est mes coordonnées échantillonnées. Donc ça, je pense qu'on est tous OK. On sait bien faire l'échantillonnage des points entre moins 5 et 5 avec un pas de 0,1. OK. Maintenant, j'ai des fonctions. J'ai défini YS, qui est une liste de fonctions, enfin des résultats de la fonction sinus appliquée sur X. Donc, en fait, là, j'ai une liste de 4 tableaux NumPy. Ça, c'est bon, vous le voyez? Alors, je peux parce que une liste, on peut faire des listes de n'importe quoi. J'ai utilisé le tableau NumPy parce que c'est très pratique pour faire les calculs. Hein, avec np.sinus, là, j'ai directement, sans faire de boucle, le résultat du sinus sur tous mes points X. Par contre, pour manipuler ensuite, je préfère avoir une liste de tableaux parce que c'est très facile. Faire des tableaux de tableaux, c'est compliqué. Faire des listes de tableaux, ça se fait à une ligne. Donc ça, je peux le faire. Là, j'ai fait une liste maintenant de labels. Donc ça, c'est juste une liste de labels. Donc, je mets des chaînes de caractères hein, à chaque fois. Donc maintenant, là, ça, c'est une nouveauté pour vous aussi. For I, X, in, enumerate. Alors, enumerate, qu'est-ce que ça fait? Enumerate, ça prend une liste, un élément qui va être itérable, et ça retourne les indices. Ça, c'est des indices. Et ça, c'est les éléments. D'accord? Ça, c'est par enumerate. Si vous ne mettez pas enumerate, que vous mettez juste in, vous avez juste les éléments. Je vais le faire d'une autre couleur. Si on enlève enumerate, on n'aura que les éléments. Donc là, j'ai enumerate. Après, je veux faire une boucle sur mes axes. D'accord? Parce que je veux tracer toutes mes courbes qui sont dans ce tableau, dans la liste YS. Donc, là, ce que je fais, c'est que je vais encore une fois utiliser quelque chose d'un peu nouveau. C'est Ravel. Cette fonction-là, elle met tout en une dimension. OK? Là, j'avais un tableau, j'avais une liste de listes. Alors non, c'est pas une double liste for parce que on boucle pas 2 fois. On fait une seule boucle. C'est juste qu'à chaque fois, vous avez l'indice et l'élément. En fait, ça vous évite enumerate. Il évite une chose importante, enfin une chose qui est pénible, c'est d'avoir des indices pour les éléments. Exemple, si je fais for i in range
4, parce que là, je sais qu'il y a 4 éléments, 4 tableaux. Et que je veux accéder au tableau AX, je suis obligé d'écrire axis de point quelque chose. Et donc là, en fait, ça vous dit d'écrire ça. D'accord? Parce que là, je peux écrire directement AX vu que j'ai l'élément. Là, je peux écrire directement AX. Je l'ai l'élément. En fait, c'est une seule boucle, sauf que ça vous donne un indice et un élément à chaque fois. Dimensions, on s'en moque parce que de toute façon, les tableaux, ils sont déjà rangés où on veut. Donc, on s'en fout d'avoir les tableaux sur 2 dimensions là-dedans. Donc là, on a les tableaux en 1 dimension. Et ensuite, pour chaque point, pour chaque axe, donc pour chaque, je vais reprendre ma figure. Ça, c'est ma figure. Donc là, j'ai AX0, AX1, AX2 et AX3. Là, quand je les mets comme ça, c'est comme si je les avais à la suite, comme ça, hein, dans le tableau. Donc, pour le premier, je vais plot X, donc X, YS de I, donc je vais chercher le tableau dans la liste des tableaux à la position 0, parce que j'ai le premier indice. Je mets le style que je veux, donc là j'ai mis des pointillés sur la grille. Je mets le label que je vais chercher à la position I, qui est là-dedans. Et je set le label X de IX. Ça, c'est, voilà. Finalement, je vais répéter ça pour chaque élément, chaque axe, du coup, chaque fonction et chaque label. À la fin, je peux écrire un titre général à ma figure et afficher ma figure. OK, est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Là, il y a plein de notions, il y a plein de choses à voir, mais c'est pour qu'on avance un peu sur tout ce qu'on peut faire. Alors, Ravel, ce que ça fait, c'est que en fait, si on affiche dans Axis, si je fais print Axis, alors ça n'a pas marché comme ça. Alors, je vais pas trop simplifier, je vais pas faire un truc faux, donc je vais pas l'écrire comme ça. En fait, Axis, c'est une liste de listes, d'accord? Donc avec, alors à chaque fois c'est des objets, hein. Donc c'est des objets, donc c'est AX0, AX1. Là ils ont des noms, je mets des noms, mais ça pas, on les a pas nommés ces objets, hein. Et AX3. Donc ces tableaux-là, enfin, c'est comme ça qu'il est défini Axis. Vous voyez, là, j'ai 2 dimensions. J'ai la dimension, enfin, j'ai deux lignes et 2 colonnes. Donc, quand je veux boucler dessus, en fait, je m'en moque de savoir où ils sont. Parce qu'il faudrait que je fasse une double boucle. Parce que quand j'ai un tableau à 2 dimensions, je fais 2 boucles, on est d'accord, hein, ce que vous avez fait en C. Là, par contre, je m'en moque parce que c'est des objets. Ce que j'ai, c'est que c'est des objets et je peux faire AX point ce que je veux. Donc, j'ai pas besoin de savoir où ils sont dans le tableau. Je m'en moque. D'accord? Donc, ce que je fais, c'est que je dis, ben, ce tableau, je vais le mettre en 1 dimension avec Ravel. Avec Ravel, je le mets en 1 dimension. Et du coup, après, AX6.Ravel, ça consiste à juste une liste AX0, AX1,
AX2 et AX3. Et du coup, je peux faire ma boucle simple comme je l'ai faite là. Est-ce que ça répond à la question? Ok, super. Bon, bah, du coup, je vais passer à la suite. Alors, c'est déjà presque fini. Alors, bon, l'échantillonnage, alors, il y a deux solutions pour le faire. Vous allez les voir. En fait, pareil, on a deux solutions pour utiliser, pour faire de l'échantillonnage. On a l'InSpace et eRange. Alors, on a plutôt vu eRange, donc qui consiste à prendre un point de départ, un point d'arrivée et le pas d'échantillonnage, donc l'espacement, hein, donc ici tous les 0,2. Et on peut aussi prendre l'InSpace qui va générer qui va créer des intervalles de taille régulière en fonction du nombre d'échantillons qu'on veut. Donc là, entre 0 et 2 pi, je veux 10 échantillons. Alors, comment choisir lequel? Eh ben, ça va dépendre. Là, on a le nombre d'échantillons voulus. Et là, on a la précision voulue. Et ça va dépendre de votre cas d'application. Typiquement, si vous êtes sur un problème où vous savez que vous avez besoin de beaucoup de données, et vous vous dites, il m'en faut potentiellement, je vais avoir besoin de 10 millions d'exemples. Mais 10 millions, ça fait vraiment beaucoup. Et vous ne voulez pas que ça explose en machine, en fait. Vous voulez qu'il y ait un nombre limité. Si vous connaissez, vous vous moquez un peu de la précision, mais que vous savez que dans votre machine, vous pouvez mettre, par exemple, 10 000 valeurs, et bien vous allez mettre le nombre d'échantillons voulus ici. Vous allez utiliser cette option-là. Par contre, si on vous dit, si vous vous dites, non, j'ai bien analysé mon problème, je sais que j'ai besoin d'une précision de 0,2. Bah, alors vous allez mettre la précision ici. Par contre, vous savez pas, par contre, ça implique le nombre d'échantillons. Inconnu. Bon, c'est pas un calcul très dur à faire hein, pour retrouver le nombre d'échantillons. Hein. Vous pouvez l'anticiper, hein. Mais en gros, vous souhaitez privilégier la précision. Et là, par contre, la précision, plutôt que inconnu, c'est plutôt à calculer, quoi. Ok. Donc là, on a le résultat des deux listes. Hein. Vous voyez, là, si je mets une précision de 0,2, ben, j'ai beaucoup plus d'éléments, mais quelque chose de plus précis, alors que si je mets que 10 échantillons, ben, j'ai quelque chose de plus espacé. Ok. Alors là, je reviens sur l'exemple que vous avez déjà fait. Pour l'échantillonnage du cercle, je pense que tout le monde a réussi à le faire en TP, alors je vais passer très vite. Quand on veut échantillonner un cercle, ben, on a un rayon et un pas. Si je veux échantillonner entre 0 et 2 pi, ben, je prends la fonction range avec le pas, hein, c'est ce qu'on avait fait. Pour avoir x et y, ben, on multiplie le rayon par le cosinus et y par le sinus. Et au final, on a les points, les coordonnées des points x et y. Ok, donc ça c'est bon. Je pense que vous l'avez tous fait en TP. On l'affiche. Alors vous voyez ici, typiquement, quand je veux faire un truc aussi simple que ça, j'utilise la syntaxe MATLAB. Hein, parce que je veux juste faire ça vite fait. Alors, pourquoi on observe un ovale? Parce que c'est les axes n'ont pas la même échelle. Pour ça, il faut forcer les échelles à être similaires. Alors, je ne connais pas de tête hein, toutes les fonctions qui vous permettent de faire ça. Il faudrait chercher. Je pense que dans un TP, il y a un exemple un peu plus tard. Mais c'est juste une distorsion. C'est pas une distorsion réelle, hein, c'est une distorsion parce que les axes n'ont pas la même échelle.
Donc, il faut juste mettre, alors c'est quelque chose comme set aspect ratio. Donc, fixer le ratio. Pardon. Ratio, et ça doit être true, quelque chose comme ça. Mais à vérifier, hein, je me souviens plus de tête exactement. Alors, après, on a un petit truc. Alors, ça, je voulais pas donner avant le TP, mais c'est. Alors, je fais vite parce qu'il faut qu'on finisse ça. Je vous garde 5 minutes max de plus. Le module matplotlib patch, il vous permet de définir des formes, des flèches, des arcs, des cercles, des rectangles et des polygones. Donc, tout ça, ceux qui ont fait la fonction de Raycaman, ils l'ont vu. Les autres, non, mais ça, enfin, on va le voir au fur et à mesure et ça vous permet d'avoir des formes prédéfinies, de ne pas les retracer. OK, alors. Donc, par exemple, ici, je trace un rectangle. Ici, là, on définit le rectangle. Son point de départ, donc c'est le point en haut, en bas à gauche, pardon, ici. À partir de là, je trace un rectangle de taille 1, 1. Enfin, je vais jusqu'à 1, 1. OK? Alors, je ne le remplis pas et je fais le contour en rouge. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, quand on fait un patch, après, il faut penser à l'ajouter à la figure. Ça permet d'ajouter le patch à la figure. Alors, quand vous l'avez fait en TP, je ne vous avais pas donné cette astuce-là d'utiliser les patchs. Ça ne change rien. Quand vous l'avez fait en donnant les coordonnées, ça marchait aussi, hein, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'un patch, en fait, c'est juste un peu plus rapide à faire, notamment pour faire des cercles, parce que vous n'avez pas besoin de faire votre propre fonction, etc. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que ça existe. Il existe plein de choses qu'on peut faire grâce à ça. OK. Donc, pour les TP, voilà. Donc, ça, normalement, c'est des slides que je fais un peu avant les cours. Donc, avant les TP, cette année, c'était un peu bizarre parce qu'on a fait beaucoup de TP avant. Mais c'est très bien parce qu'en fait, au moins, vous venez en cours, vous avez déjà beaucoup de questions, vous avez déjà manipulé, donc c'est intéressant aussi. Donc là, c'était pour récapituler ce qu'on va faire. Ça, vous le savez déjà. Ce que je voulais juste préciser, c'est que on va tout noter en Markdown. Quand vous faites du texte, vous faites du Markdown. Donc le Markdown, c'est donc là, on peut formater facilement les choses et donc n'hésitez pas à utiliser du Markdown pour faire. Donc ça, c'est le rendu qui est final une fois qu'on a fait les cellules Markdown. N'hésitez pas à en faire parce que ça rend votre texte plus clair et on va vous noter sur ça aussi quand on va évaluer vos notebooks. Donc, juste de mettre des titres pour indiquer quels exercices vous êtes en train de faire, pour dire un peu le comportement de l'algorithme, ce qui se passe. Et ça ne remplace pas les commentaires dans le code, mais ça permet de structurer un peu votre document et de le rendre plus lisible. Par exemple, si vous avez une cellule pour faire une fonction, vous pouvez écrire avant. Ben là, dans cette cellule, je fais une fonction qui me permet de faire ça, mais c'est plus on va dire du texte. Alors qu'après, dans la cellule, vous définissez la fonction, vous mettez les commentaires un peu techniques qu'il y a dedans. Par exemple, si vous utilisez une liste de compréhension, vous pouvez l'expliquer derrière, etc. OK. Ça, c'est la liste des raccourcis. Donc, je vous l'ai donné dans le premier TP, vous devez l'avoir. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais c'est juste pour aller plus vite. Donc, n'hésitez pas à regarder quand vous êtes sur les Jupyter Notebook, tous ces raccourcis-là. Ça vous permet d'accélérer un petit peu votre façon de coder. Alors, voilà. Du coup, là, je finis sur ce slide. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, je vous ai mis les cours en ligne, enfin, ce cours-là en ligne. Je vous ai mis aussi la correction du TP3. Alors, c'est une correction qui a un an, mais elle est toujours valide. Elle s'appelle TP2, mais c'est le TP3. Je l'ai mis dans le TP3. Hein, donc, vous pouvez récupérer la correction. Il y a tout qui est réexpliqué avec du code. Alors, c'est une façon